Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez davantage d'informations sur l'offre et la demande de travail. Et donc, sans plus attendre, c'est parti. Qui dit offre et demande dit nécessairement marché. On rappellera donc en guise d'introduction que le marché est le lieu théorique de rencontre entre les gens qui offrent quelque chose, qui le proposent à la vente, et les gens qui demandent cette chose, qui veulent l'acheter. On peut donc déduire de cette définition l'existence d'un marché du travail, c'est-à-dire un lieu où se rencontrent les gens qui veulent travailler et les gens qui veulent recruter des travailleurs. On va ainsi retrouver sur le marché du travail les mécanismes économiques présents sur tous les marchés. Néanmoins, compte tenu de la nature du service échangé et des statuts particuliers qu'ont les acteurs sur ce marché, le marché du travail présente de nombreuses spécificités qu'il va nous falloir étudier. Pour ce faire, nous allons donc successivement définir et analyser d'abord la demande, puis l'offre de travail, avant de déterminer dans quelles conditions se font les échanges sur ce marché du travail. Allez, c'est parti, on y va. Chewie, punch it. Commençons donc par présenter la demande de travail et pour ce faire, soulignons ici un piège, un énorme piège dans lequel vous ne devez pas tomber lorsque vous souhaitez aborder ce sujet. En économie, on raisonne en termes de marché. Il faut donc considérer le travail comme une prestation de service que l'on va échanger. Ainsi, la demande de travail provient des entreprises qui souhaitent acheter une prestation de travail auprès d'une personne qui souhaite la fournir. On verra ensuite que l'offre de travail émane quant à elle des salariés prêts à proposer leur prestation de travail sur le marché, de la vendre en échange d'une rémunération. Il ne faut donc pas confondre demande de travail et demande d'emploi, tout comme il ne faut pas confondre offre de travail et offre d'emploi. En vrai, facile, hein, on l'a fait tous. Ceci étant dit, voyons ce qui est susceptible de faire évoluer la demande de travail. Premièrement, le niveau de demande globale sur les marchés des biens et services va avoir un impact sur la demande de travail. En effet, rappelons qu'une entreprise a un but lucratif. Elle souhaite gagner de l'argent en produisant et en vendant certains types de biens ou de services. Par conséquent, si l'entreprise anticipe une forte demande sur son marché, elle va avoir besoin de produire beaucoup, espérant vendre beaucoup et donc réaliser un important profit. Or, pour produire, elle va devoir recruter des salariés et utiliser leur force de travail. C'est ainsi qu'on peut affirmer qu'une demande anticipée forte sur les marchés va augmenter la demande de travail, alors qu'à l'inverse, une crise économique faisant baisser la demande globale aura pour effet de diminuer la demande de travail, les entreprises limitant alors leur embauche. Ça, c'est clair. Deuxième élément, la demande de travail va également évoluer en fonction de la productivité. Rappelons en effet que pour produire, une entreprise combine du facteur travail, c'est-à-dire des ressources humaines, et du facteur capital, par exemple des machines ou des robots. De plus, pour augmenter son profit, l'entreprise aura toujours tendance à chercher la meilleure combinaison productive, c'est-à-dire le meilleur ratio facteur travail-facteur capital, qui lui permettra de maximiser et d'optimiser sa gestion, sa production et son profit. Par conséquent, la productivité du travail va donc nécessairement influencer la demande de travail. Si la productivité est élevée, la demande de travail le sera également, puisque les entreprises vont miser sur l'efficacité de leurs salariés pour gagner de l'argent. En revanche, et à l'inverse, une productivité faible, ou plus faible que la rentabilité du facteur capital, diminuera fatalement la demande de travail. À ce titre, la notion de coût du travail est donc une notion importante. Un coût du travail trop élevé par rapport à la productivité attendue des salariés avec des charges trop lourdes rendra le salaire difficile à supporter pour l'entreprise et aura tendance à diminuer la demande de travail, les producteurs préférant alors se tourner vers le facteur capital. Ouais. Passons maintenant à l'offre de travail. Si vous avez bien suivi tout à l'heure, l'offre de travail provient donc des travailleurs, des futurs salariés qui proposent sur le marché du travail d'échanger leur capacité de travail contre une rémunération. On va donc rapprocher cette notion d'un autre concept économique, celui de population active. La population active est constituée de l'ensemble des personnes qui travaillent ou cherchent activement un travail et sont donc immédiatement en mesure d'exercer une activité professionnelle. Ainsi, les chômeurs sont à considérer comme des actifs, à l'inverse des retraités ou des écoliers par exemple, qui ne cherchent pas d'activité professionnelle et sont donc des inactifs. Sur la base de cette définition, on peut donc mesurer économiquement le taux d'activité d'une population. Il permet de mesurer dans un groupe de personnes quel pourcentage d'entre elles font partie de la population active. Pour le calculer, C'est simple. on va donc diviser le nombre de personnes actives du groupe par le nombre de personnes totales et multiplier le tout par 100. On peut donc mesurer le taux d'activité global d'une population ou choisir une catégorie de population spécifique en mesurant par exemple le taux d'activité des femmes des 15-24 ans ou des seniors.
Sociologiquement et économiquement, il est important de s'intéresser aux différents facteurs susceptibles de faire évoluer ce taux d'activité au fil du temps. La population active peut ainsi varier en fonction de critères démographiques. Un baby boom aura pour effet d'augmenter mécaniquement le nombre d'actifs 20 ou 25 ans plus tard, alors qu'un papy boom augmente lui le nombre de retraités inactifs. En outre, l'émancipation des femmes, entamée dans les années 70, a augmenté l'offre de travail. Idem pour un solde migratoire positif, c'est-à-dire une situation où davantage de personnes étrangères entrent sur le territoire national, plus qu'il n'y a de départ à l'étranger. Dans les deux cas, on se retrouve avec plus de personnes disponibles pour aller travailler et donc avec une offre de travail plus grande. Enfin, on peut mettre en parallèle l'allongement de la durée des études qui diminue l'offre de travail des 15-24 ans en laissant les étudiants hors du marché du travail plus longtemps et la hausse de l'âge du départ à la retraite qui maintient les seniors plus longtemps sur le marché du travail et augmente donc leur taux d'activité. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est fou? Maintenant qu'on a caractérisé la demande de travail et l'offre de travail, voyons comment elles se rencontrent sur ce marché spécifique qu'est le marché du travail. Pour cela, rappelons le mécanisme traditionnel du marché. Si un bien est cher, beaucoup de gens veulent le vendre et peu de gens veulent l'acheter. On peut donc en déduire que plus le prix augmente, plus l'offre augmente et plus la demande diminue. La rareté d'un bien aura par ailleurs un effet sur le prix, les biens rares étant mécaniquement plus chers que les autres. En appliquant cette logique au marché du travail et en considérant que le prix sur ce marché est le salaire, on peut donc affirmer que l'offre et la demande de travail doivent se rencontrer autour d'un salaire d'équilibre auquel le salarié accepte d'être embauché et où l'entreprise accepte de recruter. C'est si simple que ça? Néanmoins, d'autres éléments viennent modifier cette mécanique. Tout d'abord, comme tout marché, le marché du travail est défaillant et je vous renvoie à ce titre vers la vidéo dédiée, celle du chapitre 2. Ainsi, l'État intervient sur le marché du travail pour en corriger les imperfections, et ce grâce à une réglementation très étoffée. Le droit des affaires et le droit du travail viennent notamment poser un grand nombre de règles auxquelles les acteurs du marché, entreprises et salariés vont devoir se soumettre. L'État prévoit notamment le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, en dessous duquel il est interdit de recruter et de payer un salarié, ce qui limite forcément le mécanisme de libre fixation du prix sur le marché. Ce SMIC est parfois complété de salaires minimums prévus par les conventions collectives ou les accords d'entreprise. Les règles d'égalité salariale entre les hommes et les femmes ou le principe à travail égal, salaire égal vont avoir le même effet. Notons cependant qu'une fois le cadre légal respecté, les parties retrouvent alors leur pleine liberté contractuelle pour prévoir à l'embauche quelle sera la rémunération du salarié. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette synthèse. Merci beaucoup pour votre attention. Attention que j'attire sur les quelques points suivants et notamment sur le fait que ceci n'est qu'une synthèse qui n'entre pas dans le détail de toutes les notions indispensables et que vous devez approfondir pour vos révisions. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et comme disait l'autre... Allez, à ciao, bonsoir.